Thématique des Gilets jaunes, ça se voit d'ailleurs à son habillage. Alors tu voulais nous parler, précisément on est toujours donc au tribunal de Paris, suite à l'audience du syndicat, l'Union des syndicats des Gilets jaunes, accusé par d'autres syndicats. Plusieurs, pas qu'un seul, plusieurs. Hein. Oui, d'autres au pluriel, d'autres, voilà, de ne pas être dans la norme en fait. Ouais. Alors dis-nous tout. Alors moi déjà mon ressenti pour ce procès, je trouve quand même que l'avocat partie adverse, donc l'avocat des syndicats qui attaquent l'Union des syndicats Gilets jaunes, je trouve qu'il les connaît très bien, les présidents. Hein. Ah, je pense qu'ils font de temps en temps des gueuletons ensemble. Ce qui est d'ailleurs normal, puisque ce qu'il faut quand même expliquer vite fait en grand pour que les gens comprennent bien, vous avez des avocats pour ce qui est les crimes, vous avez des avocats pour ce qui est fiscalité, tout ça, donc, voilà. Donc, et en temps normal, notamment pour on va dire le droit du travail, des affaires et tout, en temps normal, c'est toujours les mêmes qui tournent autour. De ça. Donc, si le mec, ça fait 15 ans qu'il siège ici avec le même président, bah oui, ça crée des liens. Comme nous, on a créé des liens en tant que gilets jaunes, même si on ne se voit pas tous les jours, on a créé des liens et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui est attaqué, on est là au tribunal. Même si on ne se côtoie pas, même si on ne se voit pas en dehors de ça, on a créé un lien, parce que c'est le lien du gilet jaune. Mais eux, c'est double. C'est qu'ils ont le lien du fait qu'ils plaident l'un en face de l'autre. Et en plus de ça, bah, ils vont aussi boire le café en bas et ils vont manger ensemble aussi. Parce qu'ils avaient l'air d'être très conciliants dans la mesure que, moi j'ai l'habitude, on a l'habitude de venir au tribunal, les amis. Moi j'ai jamais vu un avocat qui se permette de regarder ce que le président il écrit. Ça, je ne l'ai jamais vu. Le mec, il tape la causette. Alors mon gars, qu'est-ce que tu écris bien et tout. C'était presque ça qu'on voyait. Il y a eu donc ça qui m'a choqué. Et la deuxième chose qui m'a quand même choqué, c'est que, il faut le préciser, je ne sais pas s'ils l'ont dit, c'était pas que le syndicat Gilets jaunes et Alex, c'est quoi déjà ton nom? Le CID, c'est qu'il y avait d'autres syndicats indépendants, des petits, comme par exemple... de Corse, là. Voilà. Les Corses, les Corses, il y avait le truc d'écologie, là. On va dire tout. Il y avait énormément de petites affaires, de petits syndicats qui étaient attaqués par qui? Par les mêmes. C'était 3 avocats qui plaidaient pour au moins, je sais pas, on va dire, combien d'avocats? Il y a eu les 2 hommes, il y a eu vous, votre avocat, ça fait 4, il y a eu celle de la Corse, ça fait 6, 4, 5, l'autre, ça fait 6. On va dire qu'il y avait 3 avocats qui plaidaient contre, on va dire, 8 à 10 avocats faciles, d'affaires de petits syndicats. Donc là, aujourd'hui, heureusement qu'on est là, parce qu'aujourd'hui, on a cette preuve. La preuve, elle est là, que les syndicats n'ont jamais été pour le milieu, pour les ouvriers. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des petits syndicats qui se mettent en place pour essayer d'améliorer la condition ouvrière. Et vous avez les grosses structures qui, eux, en plus, ont des subventions de l'Union européenne qui viennent attaquer. Et moi, c'est ça qui... Par contre, les amis, répondez-moi à ça. Mais pourquoi ces grosses structures qui touchent des millions viennent attaquer une petite structure de 39 000 €? Ils ont encore besoin de bouffer les 39 000 €. Ils en ont pas assez dans leur caisse. Ils viennent gratter encore les 39 000 €. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Et pareil, tout à l'heure, tu as vu, j'ai un peu remonté ce que tu disais. Moi, j'en ai marre de la base. Parce qu'au départ, on a été les voir, la base. Moi, dès le début, je dis toujours, les têtes, j'en ai rien à foutre. La base, il faut les faire avancer. On a été les voir, la base. Mais pour la base, et c'est une réalité, pour la base, les gilets jaunes, c'est des cassos qui ne travaillent pas. Alors que si on ne travaillait pas, on ne serait pas que le samedi dans la rue, on aurait été toute la semaine. Mais on y va le samedi parce que justement, la semaine, on travaille. Mais pour eux, on nous a tellement vendus comme, je sais pas... Dégueu, quoi. Même pire que dégueu, même pire que descendants. On nous a vendus comme des feignasses. Les gilets jaunes sont des feignants, ils ne travaillent pas, ceci, cela. Les gilets jaunes, c'est tous des travailleurs, les 3/4. Si vraiment c'était justement des feignasses qui ne travaillent pas, il y a combien de chômeurs? Il y a 6 millions. Les 6 millions seraient dans la rue. On ne les a pas vus. Les RSA, je ne sais pas combien il y en a, mais pareil, on ne les voit pas. Les seuls qui se battent pour défendre les conditions du travail, c'est justement les travailleurs qui en pâtissent, qui ne peuvent plus vivre correctement de leur salaire.
Et c'est ça le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça, c'était stop, stop à tous ces privilèges. On parle souvent des privilèges, mais pour moi le plus grand des privilèges de nos corrompus, de nos élus, c'est que même s'ils viennent ici, ils repartent libres. Nous, tous citoyens qui venons ici, t'es pas sûr que tu repars libre. Hein. À tous les coups, même si tu es innocent, hein. Même si tu es innocent, à tous les coups, tu risques d'avoir un procès, je veux dire une condamnation. Alors que leur privilège, pour moi, leur premier des plus grands privilèges, c'est même pas la thune, hein, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais jugés, ils ne seront jamais condamnés. Même quand ils sont condamnés, Balkany, 2 condamnations, en tout, ça faisait 12 ans ferme, avec les 2 condamnations, 12 ans ferme. Il a fait quoi? Il a fait quelques mois, on lui a mis un bracelet, il a été dehors. Sa femme condamnée aussi, 2 condamnations. Alors elle, carrément, elle a pris 2 Doliprane, oh suicide, hop, elle n'a rien fait. Alors que nous, simples citoyens, on se retrouve tout le temps ici, à nous défendre, à nous battre, contre des lois qui eux-mêmes les ont mis en pratique. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Et interdit de porter un gilet jaune au tribunal, de le porter même. Je sais. Alors je veux revenir juste sur Et s'ils sont attaqués, les syndicats, c'est parce qu'ils sont gilets jaunes. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas le blême gilet jaune... Oui, c'est l'assimilation du terme, etc. On a voilà. tous compris. Sur les condamnés, il y en a au gouvernement, il ne faut pas l'oublier. En fait, ça semble être un point positif pour ce gouvernement. Ah mais totalement. Plus t'as de casseroles et plus que des gens bah oui. qui finalement ont déjà un passif derrière eux. Quoi. On est bien d'accord. Ah bah oui, mais quand on regarde bien, ils ont tous à un moment ou à un autre, ils ont été mis en accusation. Bien sûr, avec du sursis comme toujours, où on trouve des excuses comme les 3 plus grands qui sont assez connus, on pourrait relever là-dessus. Vous aviez Fabius, coupable mais pas responsable. Vous avez après celle qui travaille à Saint-Antoine, là, les diffamations qu'elle a fait à Raoul. Oui, sans doute. Comment elle s'appelle cette dame? Karine Lacombe. Merci, Karine Lacombe. Karine Lacombe, dernièrement condamnée, écoutez bien, hein, pour diffamation, mais de bonne foi. Mais qui peut être condamné de diffamation, mais de bonne foi? Donc moi aujourd'hui, pareil, si on veut me condamner, je dirais, ah ben c'est de bonne foi. Voilà. Donc pour Raoul, elle a été condamnée, mais de bonne foi. Et le dernier à date, Dupond-Moretti, le dernier en date, qui a été aussi condamné, mais pas pénal, parce que c'est un oubli. Bien sûr, on peut oublier de déclarer 300 000 euros. Ah bah, moi j'ai oublié de déclarer 10 euros, ils sont derrière moi, même ma maison, j'ai plus rien. Il y en a qui font même des erreurs de 10 milliards sur oui, aussi, bah, oui. Ils n'ont rien. Ah, 20 milliards, t'as vu, Alain, c'est 20 milliards. Hein. C'est 20 maintenant? Ah oui, c'est 20, c'est 20 milliards, ils recherchent les 20 milliards. En tout cas, c'est pas nous qui les avons. Il s'est trompé. Voilà. Bon, en attendant, ils ne sont pas trompés chez nous, les 20 milliards, ils ne sont pas retombés pour nous, le peuple. Alors, ça risque pas. Tu évoquais tout à l'heure les petits dîners entre amis, entre avocats et présidents des tribunaux d'ailleurs, mais il y en a sans doute aussi entre présidents des tribunaux et élus, on va dire, membres du gouvernement. Il faut le mentionner aussi. Ah mais oui, mais la preuve elle en est là. Belloubet, qui est maintenant ministre de l'Éducation, nos gamins ils vont prendre cher, hein. Mais avant, elle était garde des Sceaux. Et quand elle était garde des Sceaux, c'est elle-même qui avait fait passer une petite note à tous ces juges, et notamment aux procureurs, pour dire que toute personne étiquetée gilet jaune devait être sanctionnée de 100%. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est même les avocats qui ont sorti de la note. Donc on voit bien le rapprochement entre l'État, c'est même pas le rapprochement, hein, la justice marche avec l'État. Si l'État leur dit blanc, ben c'est blanc, si l'État leur dit noir, c'est noir. Alors que normalement, elle devrait être censée être séparée. Hein. On n'est pas prêt d'en sortir entre la préfecture, qui est le bras armé finalement du gouvernement, totalement, et ces petits États de fait, qui sont finalement des États bananiers, microscopiques dans la France. Mais justement... Où est la place du peuple là-dedans? Mais justement, la place du peuple, c'est comme là, les syndicats qui essayent de se mettre en place, c'est comme moi qui essaye de prendre la parole et d'expliquer les choses. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est autant attaqué, parce qu'ils ont compris que le peuple ne se laissera plus faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant, ils nous mettent autant d'étiquettes. Un coup, t'es de l'extrême gauche, un coup, t'es de l'extrême droite. Antisémite, tu sais même plus où tu es. On sait même plus où on va. Et pareil, alors, t'as bien... Si je peux me permettre, on va faire un petit aparté, ça n'a rien à voir, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Par rapport aux jeunes étudiants là qui se mobilisent, mais je suis sidérée le traitement qu'ils ont, parce que dans la mesure que
Depuis 50 ans, on me dit plus jamais ça. On me dit qu'en 40, il y a eu des choses, les gens n'étaient pas au courant, il y a eu des procès, et après on a dit plus jamais ça. Et bien aujourd'hui, on se mobilise pour plus jamais ça. Et bien malgré ça, ça ne convient pas. Donc soit c'est plus jamais ça, et on se mobilise pour justement le plus jamais ça, soit on arrête de nous emmerder avec la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Tu nous arrêtes de nous bassiner avec ça. Hein. Parce qu'à la base, c'est ça, hein, les jeunes ils se mobilisent pour le plus jamais ça. Hein. On nous a mis dans la tête qu'il n'y a plus jamais ça. Et ben, le plus jamais ça, aujourd'hui, il est là. Voilà. La deuxième, voire la troisième, qui arrangeraient bien leurs affaires, en fait, comme dans toute guerre, finalement. À chaque fois qu'il y a un conflit social, rappelons-le, il y a eu une guerre qui a suivi. Enfin, quand on parle de conflit, on parle de conflit victorieux. Hein, donc 39-40, c'était après le Front populaire, par exemple. Là, il y a peut-être une convergence, effectivement, qui se dessine, et du coup, ça peut être intéressant pour eux d'amener une certaine guerre avec... Voilà. Ça te permettra d'être occupé, ça permettra de relancer les finances, hein, parce que c'est ça aussi, hein, les caisses, voilà, elles sont vides. Les conflits, ça a toujours arrangé l'État profond. Jamais le citoyen, parce que c'est eux les premières cibles. Hein. C'est nous, les civils, hein, on est les premières cibles. Hein. Mais par contre, l'État profond, ça les arrange impeccablement. Et d'ailleurs, moi, quand on regarde un peu même les conflits actuellement qui sont en place, tu prends par exemple Russie et Ukraine, comment on peut me dire qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine quand la Russie donne encore du gaz et du pétrole à l'Ukraine, pire que son gazoduc, parce qu'il y a aussi le gazoduc qui avait été là, détruit en pleine mer, mais est-ce que tu savais qu'il y a un gazoduc qui passe sous l'Ukraine? D'accord? Ben, il y a un gazoduc qui passe sous l'Ukraine, donc eux, les Ukrainiens, ils ont le gaz, et encore un tout la meilleure, hein. Et en plus de ça, la Russie paye le loyer du gazoduc qui passe sous la terre. Donc tu es en train de me dire que tu es en guerre avec ce pays-là et tu lui fournis le matériel pour venir... tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas... Les intérêts des puissants. Allez-y, ouais, de toute façon, nous aussi, on va y aller. Là, on trouve bien que pour eux, ils ont quand même des liens, d'accord, de business, hein, de commerce. Même nos entreprises françaises ne sont pas parties de la Russie, contrairement à ce qu'on nous a dit. Par contre, nous, le citoyen, on doit se serrer la ceinture et on doit payer tout en triple. Alors juste un dernier point par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, les étudiants, ils sont en train en ce moment de recommencer l'occupation à Sciences Po, aujourd'hui même, et ils défendent finalement les Palestiniens qui sont injustement occupés et massacrés. Je te dirais que c'est même pas les Palestiniens en eux-mêmes qui défendent. Ils défendent et ils se battent pour la paix, pour un cessez-le-feu. Donc, quand on leur met pro-Hamas, parce qu'ils défendent la paix, c'est grave. Et moi, je dirais que dorénavant, je sais pas qu'on me dit, oui, t'es pour la Palestine, t'es pro-Hamas. Ben moi, en face de moi, la personne qui me dira ça, je lui dirais, ben toi, t'es un pro-génocidaire. Parce que si tu défends Israël, c'est que tu es pour le génocide. Donc, qui est le plus digne? La personne qui se bat pour la paix ou la personne qui se bat pour un génocide? Parce que c'est ça, hein, les pro-israéliens. Ils se battent pour justement garder un génocide, pour qu'on continue le génocide. Alors que les pro-palestiniens, si on peut dire ça, ne sont absolument pas pro-Hamas, ils veulent simplement la paix. Et comme je disais tout à l'heure, ils mettent en pratique le plus jamais ça. Et surtout à Sciences Po, sciences politiques. C'est des jeunes qui étudient la politique. Et on leur dit aujourd'hui, vous comprenez rien, restez à la maison. Bah, il ne faut plus appeler ça Sciences Po, hein, les gars. Voilà, merci. Merci Nadia. Merci à vous. On ne lâche rien. Ah ben, on n'a pas le choix.